Chapitre 4. La superviseuse de quart dans le centre de communication de Protarchos était une femme d'âge moyen. Elle portait le même uniforme vert olive que les autres agents des communications placés sous son commandement, et ses cheveux étaient coupés tout aussi courts que les leurs. Son rang était représenté par les symboles au revers de sa veste, et par sa position dans la salle des opérations. Son poste était juché au sommet d'une colonne, au centre du mur du fond. Tous les autres postes entouraient la plateforme en une série de demi-cercles concentriques. D'un seul coup d'œil, elle pouvait voir l'intégralité de ses subordonnés. Ils pouvaient tous sentir son regard posé sur eux. Elle parlait avec le contrôleur en chef de la direction de la défense. Un accident s'était produit, et elle ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour y faire face. « Nous avons reçu des signaux en provenance des confins du système principal, contrôleur en chef, l'informa-t-elle. Ils forment un message directement transmis vers Galaspar. »« Repassez-moi ce message. » Salutations de l'Imperium de l'humanité. Nous venons pour célébrer nos retrouvailles. Ralliez-vous à la loi de l'empereur et retrouvez la liberté. Il y eut une pause. Des grésillements parasitèrent l'enregistrement. Devons-nous répondre, s'enquit-elle ? Même si elle savait quelle devait être cette réponse, il ne lui incombait absolument pas de prendre la décision. Les instructions devaient lui parvenir d'une personne occupant un rang bien précis au sein de la hiérarchie. Contrevenir à cette règle, même de la plus triviale des manières, était passible de la peine de mort. Sans l'ordre, il n'y avait que le chaos. « Répondez par le message suivant », intima le contrôleur en chef. « L'amas de Galaspar est sous la protection de l'ordre. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans son espace. Partez ou vous serez détruit. Répétez ce que je viens de vous dire. » La superviseuse s'exécuta, mot pour mot. Sur la passerelle du vaisseau d'exploration Manifest Unity, le capitaine Avas Efsen faisait les 100 pas devant l'Oculus principal. Le Manifest Unity avait pénétré dans l'espace contrôlé par l'ordre plus d'1 heure auparavant. Il se dirigeait vers Galaspar en diffusant en boucle le message de l'Imperium. « Capitaine, dit le responsable des Auspex, du mouvement. Analyse, un vaisseau d'une masse équivalente à celle d'un croiseur de bataille. Il se dirige vers nous, pas d'autres détails. »« Vox, demanda Efsen. Aucune autre transmission depuis la première réponse à notre message, capitaine. Nos vaisseaux frères dans les autres systèmes ont indiqué le même phénomène. Contactez le vaisseau en approche. Insistez sur l'autorité impériale. Demandez-lui de décliner son identité et ses intentions. » « Tous à vos postes de combat !» ajouta Efsen, après avoir lâché un juron par-devers lui. Des alarmes retentirent, et le Manifest Unity se prépara à la guerre. Ces préparatifs rendaient Efsen mal à l'aise. L'Unity avait des systèmes de défense, des canons, des boucliers, mais sa fonction consistait à établir un premier contact diplomatique au nom de l'Imperium. Il venait annoncer aux avant-postes de l'humanité éparpillés dans la galaxie la bonne nouvelle de la Grande Croisade. La conquête ne figurait pas parmi ses prérogatives. Ce n'était pas un vaisseau de guerre. L'appareil s'était apprêté depuis plus d'1 heure quand le premier des vaisseaux de Galaspar se trouva à portée. Efsen avait cessé de faire les 100 pas. Il regardait droit devant lui, fixant le vide spatial, ses mains serrées dans son dos. « Cible acquise !» l'informa le responsable des Auspex. Les postes de tir émirent des signaux pour annoncer que les armes étaient parées à l'emploi. Les mains nouées d'Efsen se contractèrent davantage. Sa silhouette tout entière vibrait à cause du dilemme qui le hantait. S'il tirait les premiers, l'amas de Galaspar devrait être soumis par la guerre, et l'autre vaisseau était énorme. Nous ne pouvons l'emporter. Et si nous tirons les premiers, cette mission aura échoué, pensa-t-il. Il se retint donc de donner l'ordre de faire feu. « Tire en approche !» s'exprima le responsable des Auspex. Juste avant que les torpilles touchent leur cible, Efsen eut un aperçu d'une masse immense s'occultant les étoiles, puis vers les impacts. Une nuée de torpilles frappa le vaisseau, dont les boucliers cédèrent face au nombre de projectiles. Efsen sentit les défenses s'effondrer avant même que le responsable des boucliers ne donne l'alerte, et il sut que le vaisseau était perdu. Puis, la passerelle fut inondée de flammes, et le vide vint l'étreindre. La chambre de la grande assemblée des contrôleurs de l'ordre se situait au sommet d'une spire qui lui était entièrement dédiée dans Protarchos. C'était un immense amphithéâtre aux dimensions luxueuses d'une 20aine de mètres sous plafond et à la géométrie d'une symétrie oppressante. Sur la plateforme, à l'avant, était posée une longue table à laquelle siégeaient les hauts contrôleurs. Chacun régnant en maître absolu sur l'un des mondes asservis de l'amas de Galaspar. Au centre, debout devant un pupitre, le seigneur contrôleur Avald Stevang s'adressait à l'assemblée. « Cela fait plusieurs siècles que notre espace souverain n'a pas été contesté par des étrangers. Aujourd'hui, nous voyons combien il est avisé de maintenir notre puissance. Un envahisseur est venu et a été détruit. Il en ira toujours de même. Notre mode de vie ne saurait être remis en question. Il est immuable. Notre liberté sera préservée. Elle est immortelle. Où, dans la galaxie, est la puissance qui pourrait nous vaincre ? Elle n'existe pas. L'ordre est le plus grand et le plus parfait des empires. Ceux qui nous connaissent ne peuvent que nous regarder avec envie et souhaiter bénéficier de notre tutelle éclairée.
Ceux qui osent se dresser contre nous tomberont, parce que la perfection ne peut être vaincue. Les contrôleurs se levèrent comme d'un seul homme. Leurs applaudissements aussi assourdissants et réguliers que le cliquetis rapide d'un métronome. « Tout est ordre !» tonna Stevang. « Tout est ordre !» rugirent les contrôleurs. Mortarion n'apprit pas tout de suite ce qui s'était produit dans l'amas de Galaspar. Les rapports arrivèrent au compte-gouttes. La nouvelle parvint d'abord aux seigneurs militants, avant de se répandre dans toutes les branches de la Grande Croisade. Il ne s'intéressa pas immédiatement à l'affaire. Il entendit parler de la perte du Manifest Unity, un vaisseau d'exploration, mais l'incident ne parut pas revêtir une quelconque importance pour lui, et il chassa l'épisode de ses pensées tandis qu'il supervisait les exercices de la flotte, destinés à cimenter l'union des composantes de la 14e Légion, originaire de Terra et de Barbarus. Puis d'autres rapports affluèrent, faisant état de vaisseaux détruits, de missions impériales assaillies. Mortarion commença à prêter un peu plus attention au phénomène. Des années plus tard, quand il repenserait à cette époque, il en viendrait à considérer qu'une sorte de prémonition l'avait poussé à porter son regard sur Galaspar et à guetter avec impatience les nouvelles en provenance de l'amas. Ce furent les informations transmises par les navettes espionnes et les missions d'infiltration qui changèrent le statut de ce système aux yeux de Mortarion. L'amas de Galaspar n'était plus seulement un sujet d'étude, mais une véritable obsession. Les rapports n'exposaient pas tous les détails dont il aurait souhaité disposer, mais ils étaient suffisamment éloquents. Ils montraient toute la puissance militaire de l'or. Plus important encore, ils révélaient la nature de l'Empire. Mortarion vit l'esclavage. Il vit la tyrannie absolue, la manière dont ce régime ne s'appuyait sur rien d'autre que son propre pouvoir. Il acquit la conviction que les gens du peuple n'étaient que les possessions de la caste dirigeante. Plus il regardait en boucle les enregistrements fragmentaires de ces humains réduits à l'état de bétail sur un monde toxique, plus les souvenirs de Barbarus, qui n'était jamais loin de ses pensées, revenaient en force. Des souvenirs d'un peuple plongé dans la misère, les jouets des suzerains. Ils ne pouvaient combattre leurs oppresseurs. Ils n'avaient même pas la force pour commencer à rêver de résistance. Ils se battaient, certes. Ils se battaient pour rester en vie. Et ils échouaient, invariablement. Ils ne survivaient que pour satisfaire le bon plaisir des maîtres de Barbarus. Et les suzerains ne retiraient pas uniquement du plaisir en massacrant des humains, mais en terrorisant ceux qu'ils les autorisaient à vivre un jour de plus. La terreur. Pendant longtemps, Mortarion n'avait pas compris ce qu'était la terreur. C'était impossible, car il avait été éduqué par des cauchemars afin d'en devenir un à son tour. Son père adoptif l'avait élevé dans une forteresse juchée au sommet d'une montagne, voilée de nuages toxiques, cernée de remparts de fer et de pierre qui suppuraient en permanence, comme si les fortifications pleuraient de lentes larmes d'ironie face aux horreurs perpétrées dans les basses. Malgré tout, il avait le sentiment qu'il lui avait fallu plus de temps que nécessaire pour s'intéresser à ces êtres qui, après tout, appartenaient à la même espèce que lui. Il ne vit pas leur terreur avant de descendre des montagnes, de quitter son père monstrueux et de le laisser empêtrer dans les guerres intestines auxquelles se livraient ces divinités pathétiques. Quand il vit le monde en tant qu'humain, et non plus en tant que fils d'un suzerain, il comprit l'ampleur véritable de leurs crimes. Il ne leur suffisait pas d'exploiter ces humains au gré de leurs humeurs perverses, que ce soit pour se divertir ou pour acquérir des matières premières. Il fallait que les humains soient attaqués par des êtres issus de leurs pires cauchemars. Leurs proches mouraient, avant de revenir sous forme d'amalgames de cadavres titubants, recousus à l'aide de fils de fer. Des dépouilles mutilées, réanimées et transformées en machines à tuer décérébrées revenaient parmi les leurs pour s'adonner à une nouvelle moisson. Ces monstres étaient tout juste assez identifiables pour que les victimes reconnaissent leurs assaillants. Les habitants connaissaient le désespoir avant de mourir, et ils mouraient en sachant le sort qui les attendait. C'était un jeu exquis pour les suzerains. Ils brisaient l'esprit des humains, un cauchemar après l'autre. Les humains étaient des esclaves, purement et simplement. Quand Mortarion s'en aperçut, quand enfin il appréhenda la pleine mesure de l'oppression qu'il subissait, il comprit également comment y mettre un terme. Pour libérer l'humanité, les oppresseurs devaient mourir. La solution était facile à exprimer, mais cette simplicité masquait combien les implications étaient profondes. Il ne suffisait pas de protéger les habitants des dépravations des suzerains. La peur de leur retour serait toujours présente. Or, si les tyrans mouraient, ils ne pourraient revenir. Chaque suzerain qu'il éliminait, Mortarion libérait un peu plus Barbarus. Quand les gens virent que même les cauchemars pouvaient mourir, ils reprirent leur combat, enfin, animés par un espoir bien réel. Mortarion leur donna les moyens et les compétences nécessaires à leur lutte. Sa mission devint de plus en plus claire. Il allait libérer Barbarus, en déchaînant une destruction purificatrice. Il allait tuer les suzerains, jusqu'au dernier. Telle était sa mission, et il l'avait laissée inachevée. Il n'avait pas réussi à tuer son père adoptif. C'était son autre père qui avait accompli cette tâche à sa place. Il en concevait toujours une honte amère. Et maintenant, après Barbarus, après avoir réuni les deux branches de la Death Guard,
Alors qu'il attendait encore sa première mission dans le cadre de la Grande Croisade, voilà que lui parvenaient les nouvelles de Galaspar. Les tyrans de cet empire n'étaient pas les mêmes que ceux de Barbarus. Ils étaient humains, et leur tyrannie s'exprimait de manière différente. Ces différences n'avaient aucune importance. Ce que Mortarion voyait, c'était le caractère absolu de leur oppression. Les masses étaient broyées par les contrôleurs de l'ordre, corps et âme. L'ordre devait donc être détruit. Telle était sa mission. Il allait l'accomplir. L'annihilation serait totale. Il entrevit aussitôt les grandes lignes de sa stratégie. Il écarta l'idée d'un siège. L'ordre devait être détruit lors d'un unique assaut décisif. Il devait pénétrer les défenses du système de Galaspar avec une célérité brutale. Pour cela, il lui faudrait davantage que la puissance conventionnelle de sa flotte. Il avait besoin d'une force brute, sacrifiable. Il avait besoin d'une masse pure. Il songea aux astéroïdes, prélevés dans les ceintures de planétoïdes denses et propulsés par des moteurs rudimentaires à l'avant-garde de la flotte. Il songea à des bâtiments brûlants, récupérés dans des chantiers de démolition navale pour une ultime mission. Et il songea aux Force Horsemen et à ce que la barge d'assaut pourrait accomplir avec les modifications appropriées. Les préparatifs prendraient du temps, mais chaque mois passé à préparer sa flotte serait compensé par la rapidité brutale de la campagne elle-même. Le maître de siège de la Death Guard accueillit les capitaines de la 5e et de la 7e Grande Compagnie au moment où ils quittèrent la soute du Force Horseman. Premier capitaine de bataille, dit le maréchal Arthur Corius en s'adressant à Antavus Barazine et à Vélian Tersus. C'était un bon exercice. Tout s'est bien déroulé à mon avis. Sa tête était rasée, et bien que né sur Terra comme Barbarus et Tersus, sa peau affichait la même pâleur crayeuse que bon nombre des guerriers de Barbarus. Je suis d'accord, dit Barazine. Donc tu es censé nous montrer les modifications apportées à la barge de bataille. Corius acquiesça, et les conduisit le long de la coursive sinistre. Elle était large et haute de plafond, traversant le vaisseau dans toute sa longueur. Comme le reste du Force Horseman, elle était dépourvue de tout ornement. Sa fonction consistait à permettre aux légionnaires d'accéder rapidement à leur poste de combat, où ils feraient office tâchant de la mort. J'ai eu le privilège de me trouver sur le vaisseau pendant la majeure partie des travaux des Informatorius, et de voir les idées du seigneur Mortarion prendre forme. Il prit à bâbord à la première intersection d'importance et les mena sur l'un des ponts d'artillerie. Des technoprêtres et des centaines d'adeptes travaillaient d'arrache-pied sur les parois internes de l'immense pièce. Des échafaudages s'élevaient à 18 mètres de haut, jusqu'au point où les parois s'incurvaient pour former la demi-arche du plafond. Des Space Marines, des deux compagnies, inspectaient les canons et se familiarisaient avec les nouvelles configurations du vaisseau. Ils renforcent les boucliers, nota Tersus. Et pas qu'un peu, observa Barazine. En effet, confirma Corius. Et pas seulement les boucliers, tous les supports structurels ont subi un examen intégral. Un énorme travail a également été effectué au niveau des propulseurs d'arrêt. Je perçois une ligne directrice, fit Barazine. De quelle nature s'enquit Tersus. Réponds d'abord à cette question. Qu'as-tu pensé des manœuvres navales que nous venons d'accomplir? Elles étaient inhabituelles, répondit Tersus. Très différentes de tout ce que nous avons fait auparavant, en tant que Death Guard, ou même du temps des Death Raiders. Tersus ne put réprimer la pointe d'affection et de peine dans sa voix quand il employa l'ancien nom de la 14e Légion. Barazien perçut cet accès de nostalgie, mais n'y réagit pas. Elles étaient inhabituelles, appuya-t-il. Elles devaient donc remplir un objectif bien précis, tout comme les préparatifs du Force Horseman. Et quel serait cet objectif? Demanda Corius. Le seigneur Mortarion envisage de lancer une campagne. Où ça? Aucune rumeur ne m'est parvenue concernant un quelconque déploiement. Ça ne saurait tarder, expliqua Barazine. Aucun des fils de l'empereur ne reste oisif bien longtemps. Mais où? Insista Corius. Je l'ignore, mais ces modifications et ces exercices sont très spécifiques. Il doit avoir une tâche bien précise en tête. Dans les hauteurs, l'éclat de plusieurs découpeurs à plasma illumina les lieux comme autant d'éclairs de chaleur. J'essaie de deviner en quoi cette tâche pourrait consister, maugréa Tersus, les sourcils froncés. Tu sembles mal à l'aise, releva Corius. Pas mal à l'aise, corrigea Tersus en haussant les épaules, perplexe. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de posture défensive dans la formation que nous avons adoptée? Ce n'est pas entièrement vrai, contra Barazine. Tu as raison, s'il y en avait une, son but prioritaire est à mon sens de faire en sorte que le Force Horseman atteigne sa cible. Si l'on frappe suffisamment fort, il n'y a plus besoin de défense. Combien de fois cela se produit-il en situation de combat? Demanda Tersus. À quelques mètres de là, un guerrier de la première grande compagnie se retourna et salua, le poing sur la poitrine. Veuillez m'excuser, messire, dit-il. Tu souhaites ajouter quelque chose, légionnaire Typhon? Demanda Barazine en se tournant vers lui. Je ne voulais pas vous manquer de respect, premier capitaine. Entendu. J'aimerais entendre ce que tu as à dire. Exprime-toi librement. Capitaine, maréchal, une fois de plus, loin de moi l'idée de vous s'offusquer, mais vous êtes terrien, expliqua Typhon. Si vous aviez vécu sur Barbarus, vous sauriez que de telles batailles se produisent. Tous les jours, attaquer sans défendre.
C'était tout ce que nous connaissions, car nous ne disposions d'aucun moyen de défense. Et à chaque fois que nous tentions une approche défensive, ça ne fonctionnait jamais. Le seul moyen de survivre, c'était de frapper les premiers. Du moins, rectifia-t-il après une courte pause. Nous avons été capables de survivre quand le seigneur Mortarion est arrivé, quand il nous a montré comment gagner. Avant son arrivée, quitte à mourir, autant mourir en partant à l'offensive. On pouvait toujours rêver d'emporter un ennemi dans la tombe. Même si, en vérité, ajouta-t-il avec une grimace, je ne suis pas certain que nous rêvions avant que le seigneur Mortarion soit des nôtres. Tu m'as raconté qu'il vous avait fait don de la capacité à rêver, dit Barazine. C'est vrai, nous avons rêvé du massacre de nos adversaires. Et il nous a appris à attaquer de telle sorte que la défense n'était plus réellement nécessaire. Qui a besoin de se défendre quand l'ennemi est mort? Est-ce que vous comprenez? Je comprends, répondit Tertius. La 14e Légion a toujours été fataliste par nature, mais je te l'accorde que sur Barbarus, vous aviez un rapport un peu plus intime avec la fatalité. Nous n'avions pas le choix, fit Typhon. Barazine embrassa du regard les travaux en cours. Le Fort Swordsman, bâtiment de guerre déjà ô combien redoutable, se transforma en une arme encore plus brutale. Je te fais la promesse, dit-il à Typhon, que partout où nous irons ensemble désormais, ce seront nos ennemis qui n'auront plus aucune chance de victoire. Dans la salle des communications de Reaper's Seat, Mortarion prit place sur la plateforme hololithique du système de lithoprojection. La pièce était sombre, outre la lueur ténue qui émanait des postes de travail des techno-adeptes. Mortarion hocha la tête, et la lithoprojection s'anima. La lumière étincela, miroita et entoura Mortarion, qui se retrouva au milieu d'une image représentant une chambre d'assemblée. Seul un léger tremblement trahissait l'illusion. Un immense aquila doré ornait un mur noir, et ses ailes surplombaient une table autour de laquelle étaient réunis les seigneurs militants. Eux aussi avaient recours au procédé de lithoprojection depuis leur propre base, et le système recréait leur image à l'intérieur de la pièce, elle-même un artefact illusoire. Cette réalité simulée était bien suffisante pour la tenue de la réunion, et la présence de Mortarion impressionnait les seigneurs militants. Ils s'inclinèrent devant lui quand il apparut. Il était debout, à l'une des extrémités de la table, et observait la scène en silence. En face de lui, le seigneur Trevent de l'armée impériale résumait la situation au sein de l'amas de Galaspar. À côté de lui, la simulation d'un écran Pix affichait une carte de l'Empire de l'Ordre. Quels sont nos effectifs dans cette région? S'enquilla Britten. À peine eut-elle prononcé ces mots que l'affichage à côté de Trevent se modifia pour montrer le secteur. Des lignes de texte scintillèrent au-dessus des conflits en cours. Pas suffisant pour lancer un assaut sur Galaspar, répondit Trevent, avant de tendre le doigt vers l'affichage. Les 22e et 11e flottes de la croisade sont totalement engagées dans le conflit qui les oppose aux orques de Vulga-Akar. C'est une âpre lutte. Elles finiront par l'emporter, mais ce ne sera pas facile. Vous voulez dire que les flottes sont embourbées dans leur guerre contre l'Empire Orc, et maintenant vous êtes préoccupés par le résultat de ce conflit, se dit Mortarion. Et les White Scars demanda le seigneur Parential. La 5e Légion poursuit le Sistrum des Frales, avec le groupe de bataille Gorgon 5, répondit Trevent. Les réaffecter maintenant aurait des conséquences désastreuses et compromettrait une victoire qui aurait demandé énormément de sacrifices. Nous ne pouvons laisser Galaspar impuni toutefois. Ils ont attaqué un vaisseau impérial, après tout, contra Parential. Je suis d'accord, intervint Britten. Et c'est sans compter la position stratégique de Galaspar. Elle constitue déjà un obstacle potentiel au rassemblement de nos forces dans la région de Vasalius. Si l'Ordre développait des visées expansionnistes, nous aurions un nouveau point de vulnérabilité. L'Ordre ne semble pas posséder la capacité de voyager par le Warp, du moins pour l'instant, répliqua Trevent. Le problème de la position stratégique, en revanche, ne fait nullement débat. Nous ne pouvons ignorer Galaspar, mais pour l'instant, nous ne pouvons mobiliser les effectifs nécessaires pour un siège prolongé. Nous ne pouvons non plus percer les défenses de l'Ordre. Notre seule option viable serait un blocus. Un blocus, répéta Mortarion. Les seigneurs militants se tournèrent vers lui, ce qu'ils avaient tous évité de faire jusque-là. Même son image les rendait mal à l'aise. Oui, dit Trevent. Cela permettrait au moins de confiner Galaspar à son territoire. Confiner Galaspar, répéta encore Mortarion avec un mépris glacé. Et à quel moment l'Imperium s'occupera-t-il de l'Ordre? Quand les effectifs nécessaires pourront être affectés à cette tâche, répondit Trevent. Mortarion, répondit par le silence, et par un calme terrible. Ce sera un conflit très long, poursuivit Trevent mal à l'aise. C'est regrettable, mais c'est la réalité de la situation. Un conflit très long, dit Mortarion, comme si le fait de répéter les mots de Trevent était le seul moyen, pour lui, de se convaincre qu'ils avaient été prononcés. Un euphémisme bien pratique pour le mot retard. En attendant, le peuple de Galaspar souffre sous le joug de cette tyrannie.
Cela dure depuis des siècles, intervint Britten. Ils peuvent bien attendre un peu, cela ne changera pas grand-chose. Quand vous dites un peu, rétorqua Mortarion, vous parlez potentiellement de plusieurs années. Trevent commença à lever une main en signe d'apaisement, mais se ravisa, comme si Mortarion se trouvait réellement dans la même pièce que lui. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, expliqua-t-il. Mais c'est ce que vous anticipez. Les complexités de la Grande Croisade nous empêchent de recourir aux solutions que nous préférions mettre en œuvre au niveau des systèmes ou d'amas spécifiques, se justifia Trevent avec un rictus. Mortarion demeura silencieux. Vous vouliez être présent, Seigneur Mortarion, reprit Trevent, qui essayait de projeter plus d'autorité qu'il n'en ressentait en réalité. Avez-vous une suggestion à nous offrir? Oui, répondit Mortarion. Nous n'attendons pas plusieurs années. Détruisons l'ordre et son régime affligeant sans plus attendre. Nous aimerions tous parvenir à ce résultat, intervint Parential. Parfait. Alors la Death Guard va libérer Galaspar. La nature de la première campagne de la 14e Légion n'a pas encore été déterminée, objecta Trevent après quelques secondes d'hésitation. Il attendit un peu plus longtemps avant d'ajouter. Seigneur Mortarion, vous n'avez pas l'autorité requise pour décider en quoi celle-ci consistera. Vraiment? Grogna Mortarion. Bien évidemment, si l'empereur devait décréter... Il l'a fait, l'interrompit Mortarion. Il ne sera pas nécessaire d'instaurer un blocus. Je vais soumettre Galaspar, sans plus attendre. J'ai déjà commencé les préparatifs en ce sens. Par politesse envers les seigneurs militants, il avait écouté leur plan pour voir si, par un étrange coup du sort, le salut de Galaspar pouvait survenir avant qu'il soit prêt. Ce n'était pas le cas. Les solutions proposées par les seigneurs militants étaient aussi pathétiques qu'il l'avait anticipé. Pas de blocus? Répéta Trevent, incrédule. Voilà une proposition bien ambitieuse. Comment comptez-vous parvenir à votre objectif? Avec un coup de faux bien placé. Qu'est-ce que cela implique précisément, Seigneur Mortarion? Demanda Parential. Un coup porté au cœur du système Galaspar. Un coup soudain, décisif et implacable. Ma flotte va pénétrer les défenses et conquérir Galaspar. Trop rapidement pour que l'ordre puisse mobiliser sa puissance. Loin de moi l'idée de donner des leçons de tactique au Seigneur Mortarion, commença Parential. Alors taisez-vous, interrompit le primarque. Mais toutes les situations ne permettent pas de recourir à une stratégie aussi... Parential marqua une pause pour chercher un mot moins insultant que simpliste. Aussi direct, finit-il par conclure. C'est la seule stratégie viable dans l'amas de Galaspar, asséna Mortarion. L'ordre dispose de défenses puissantes. Elles seront totalement inutiles. 2 heures plus tard, dans le stratagème du Force Horsemen, Mortarion dévoila la teneur de la campagne au capitaine de ses grandes compagnies. La pièce, située à l'arrière de la passerelle, en hauteur, était complètement nue, à l'exception de la table holoïtique qui en dominait le centre. Il y a 11 étoiles principales dans l'Empire, expliqua Mortarion. Nous allons ignorer tous les mondes, sauf un. Galaspar est le centre du pouvoir de l'ordre. Sans cette planète, l'Empire ne peut survivre. Pendant qu'il parlait, l'affichage tridimensionnel de la table holoïtique, qui, jusque-là, avait montré l'intégralité de l'amas, plongea vers le système de Galaspar. Notre stratégie sera directe. Nous allons traverser le système depuis le point de Mandeville jusqu'à Galaspar, à vitesse maximale. Rien ne nous arrêtera. Rien. Les vaisseaux ennemis sont puissants et nombreux, mais ils sont lents. Ils ne pourront rivaliser avec les nôtres en termes de vitesse. Des images rudimentaires des forteresses de surveillance apparurent. C'étaient les gardiens titanesques de Galaspar, des vaisseaux qui patrouillaient en orbite des différentes planètes du système. Ces monstres de métal, aussi imposants que des croiseurs, étaient conçus pour annihiler toutes les menaces externes par leur simple puissance de feu. C'étaient des zigguras compacts à plusieurs niveaux, dotés de proues épatées. Chaque étage était hérissé de tourelles immenses et de batteries lance-torpilles, ce qui leur permettait de tirer dans toutes les directions. Mortarion marqua une pause afin de laisser les capitaines prendre la mesure des bâtiments qui constitueraient l'obstacle principal de la flotte. Aucun d'eux ne demanda ce qui se passerait si un vaisseau de la Death Guard était neutralisé par des tirs ennemis. Ce qui ne manquerait pas de se produire, et plus d'une fois. Mortarion avait déjà donné la réponse. Rien ne nous arrêtera. L'affichage de la table holoïtique s'altéra. Seul Galaspar était visible désormais. Les défenses planétaires, c'est là que commenceront les véritables difficultés. Au-delà des plateformes orbitales, il y a des batteries de canons au sol, nombreuses et suffisamment puissantes pour repousser et détruire les vaisseaux qui approcheraient pour lancer un bombardement orbital. Mais étant donné notre vitesse et la force de notre percée, nous aurons la possibilité de faire atterrir un vaisseau. Un seul, celui-ci. La vue changea à nouveau et plongea vers la surface de Galaspar. La silhouette d'une ruche archéologique apparut. « Voici la ruche principale de Galaspar », annonça Mortarion en regardant la cité comme un prisonnier condamné à mort.
Elle s'appelle Protarchos. L'ordre est une structure centralisée, hiérarchique. Les renseignements collectés par les agents impériaux l'ont confirmé. Protarchos émet et reçoit plus de signaux que n'importe quelle autre région de la planète. Et ces signaux proviennent en majorité de ce point-ci. Le sommet de la tour la plus grande, la plus centrale, se mit à pulser. Il est quasiment certain que ce lieu est le centre de contrôle de tout Galaspar. C'est notre cible. Il faut nous en emparer, sans le détruire, sinon un autre édifice, ailleurs, pourrait prendre sa place. Une autre pulsation apparut à la base de la ruche. Les relevés thermiques indiquent que la majeure partie de l'énergie consommée par la ruche est générée ici, poursuivit Mortarion. C'est notre cible secondaire. Elle doit être détruite, si possible, afin d'accélérer la défaite de l'ennemi. La ruche doit être conquise en 1 jour et 1 nuit. Passé ce délai, les renforts envoyés par les autres ruches seront arrivés. La situation est très claire. Seul un bombardement orbital peut venir à bout de l'armée que Galaspar est en mesure de mobiliser. Mais la flotte ne peut approcher si les défenses planétaires sont toujours actives. Il nous faut donc neutraliser le centre de contrôle de Protarchos. Le Force Horseman et les 10 000 légionnaires qu'il transporte s'empareront de Protarchos en 1 jour et 1 nuit. Mortarion avait terminé ses explications et attendit d'éventuelles questions. Le plan qu'il venait de dévoiler afin d'annihiler l'ordre serait rapide, brutal et exhaustif. La Légion paierait un lourd tribut. C'était aussi inéluctable que la mort elle-même. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'ordre de détruire son centre de commandement avant que nous nous en emparions ? Demanda Tersus. L'ordre est centralisé, sa hiérarchie est extrêmement rigide, répondit Mortarion. La majeure partie du pouvoir détenu par ce régime tyrannique repose entre les mains des plus puissants, qui gouvernent depuis la ruche la plus grande, la plus importante. Les dirigeants de l'ordre n'accepteront pas les risques inhérents à une décentralisation du pouvoir. Rien ne doit remettre en cause l'ordre lui-même. Le nom même de cette structure en est la preuve. Si cette ruche est le centre de leur gouvernement, alors elle doit survivre. Détruire Protarchos reviendrait à céder le contrôle de la planète à une ruche de moindre envergure, et à ses dirigeants. Jamais les hauts contrôleurs n'envisageront un tel scénario. Ils ne s'y résoudront qu'en toute dernière extrémité, si aucun autre espoir ne s'offre à eux. Dans cette perspective d'ailleurs, le temps limité dont nous disposerons jouera en notre faveur. Les contrôleurs de Protarchos croiront que les renforts arriveront à temps. Un raisonnement des plus logiques. À nous de leur prouver qu'ils ont tort. Où pourrions-nous atterrir demanda Barazin après avoir étudié la topographie autour de la base de la ruche, pour pouvoir conquérir Protarchos aussi rapidement. Nous n'allons pas atterrir, répondit Mortarion. Le Force Horseman va frapper Protarchos elle-même. Les préparatifs leur prirent plusieurs mois. Ce retard irritait Mortarion, mais il se montrait malgré tout patient. Progressivement, l'objectif qu'il s'était fixé prenait forme. Quand enfin tout fut prêt, il s'adressa à l'intégralité de la flotte, en route vers Galaspar, depuis la passerelle du Force Horseman. La barge d'assaut était le bâtiment de commandement de l'attaque, et elle avait pris position en pointe de la formation en fer de lance. Dans les soutes du vaisseau réservé aux troupes, 11 000 élus de Mortarion attendaient de pouvoir déchaîner leur puissance contre l'ordre. Mortarion commença son discours quand la flotte quitta le Warp, au niveau du point de Mandeville le plus proche de Galaspar. Les bâtiments entamèrent leur percée vers le cœur du système, les moteurs à plasma officiant à plein rendement. « Chers enfants de la Death Guard, dit-il, la première fois que je vous ai rencontrés, je vous ai appelé mes lames inébranlables. Je vous ai promis que la justice émanerait de vos mains. J'ai juré que la mort arpenterait 1 millier de mondes. Et aujourd'hui, la mort va frapper le premier d'entre eux. L'humanité souffre sur Galaspar. L'ordre dirige cet empire. Et l'ordre est aussi répugnant que son peuple est aux abois. La justice réside cette fois dans l'annihilation. Oubliez toute pitié. Car la pitié est le recours des lâches, le mensonge des tyrans. Aujourd'hui, la lame de la faux s'abat sur la nuque de la tyrannie. Rien ne saurait arrêter notre bras. Aucun ennemi ne peut se dresser face à nous. La mort, voilà la vérité qui nous attend tous. Nous marchons aux côtés de la mort. Nous ne faisons qu'un avec la mort. À présent, que la mort et la justice s'unissent.